Les jeux vidéo de plateforme sont souvent découpés en deux parties. On a premièrement les phases de plateforme qui prennent la majeure partie du jeu, et parfois à la fin des niveaux ou carrément dans un niveau entier, il y a les combats de boss. Ici, notre objectif n'est non pas d'aller à un lieu précis afin de passer à la suite, il faudra plutôt battre un ennemi bien plus fort que la moyenne en lui donnant des coups tout en essayant d'esquiver ses attaques. Et ils sont bien souvent placés par le grand méchant du jeu lui-même, qui lui aussi peut être affronté dans un combat à la toute fin du jeu. C'est le dernier obstacle à surmonter afin d'arriver au bout du jeu. Dans un jeu de plateforme, on fait globalement la même chose, et les boss, ils sont là pour justement varier le gameplay et avoir des phases de jeu complètement différentes. C'est donc ça le rôle d'un boss, proposer une expérience de jeu différente. Et ils doivent donc évidemment être bien équilibrés. Pas trop facile, mais pas trop compliqué non plus. Et dans cette vidéo, on va découvrir des boss qui n'ont pas forcément suivi ce schéma et qui peuvent donc être considérés comme mauvais. Et on va d'ailleurs plus particulièrement se pencher sur les boss juste beaucoup trop faibles. C'est parti! Ça c'est fou la révolution qu'a apporté Super Mario 64. Tous ces univers quasiment au monde ouvert, remplis d'étoiles et de pièces. Ouais mais ça ne lui empêche pas d'avoir des boss ratés. Prenez le roi Bombe par exemple. Il nous attend sagement en haut de sa colline, et une fois arrivé, un combat commence. On le lance une fois, deux fois, trois fois, et il donne son étoile. Ouais, sauf que c'est quand même un boss de début de jeu, mais surtout Mario 64 est le premier jeu Mario en 3D, et le Roi Bombe est en soi un peu un tuto pour les personnes découvrant le jeu vidéo en 3 dimensions. On pourrait aussi parler du gros œil dans le manoir de Big Boo. Il suffit de lui tourner autour et hop, une étoile. Là c'est simple parce qu'on connaît la mécanique, mais en vrai l'objectif est plutôt de réfléchir à comment le battre justement. Forcément, quand on a la réponse, c'est tout de suite plus simple. Non, le boss le plus mauvais de Super Mario 64 est plutôt le Wiggler. Oui, il est constitué dans le niveau de la haute montagne qui est quand même le 13e niveau du jeu. On peut donc s'attendre à une difficulté plutôt élevée. Dans le niveau, on doit donc escalader une énorme montagne afin de faire une attaque rodéo dans l'eau qui se videra donc nous apercevrons un petit trou en dessous. Il suffit donc de revenir dans le niveau en étant petit, oui car la spécificité de ce niveau réside dans le fait qu'on peut y aller en étant grand ou petit. Et donc, une fois petit, on peut escalader la montagne pour rentrer dans le trou et se retrouver chez le Wiggler qui nous accueillera en nous attaquant. Enfin, je sais pas vraiment si on peut dire qu'il nous attaque à ce niveau, car là il se contente d'avancer vite seulement. Et Mario, il doit simplement lui sauter dessus 3 fois pour faire apparaître l'étoile. Et le pire, c'est que 10 pièces sont dispersées dans toute la salle, histoire de surtout pas galérer. Ça me fait penser aux Koopalings, ces espèces de tortues qui seraient apparemment les fils de Bowser. Ils sont 7 et ont chacun un nom, d'ailleurs inspiré par des noms de musiciens ou d'animateurs. On a par exemple Ludwig, qui est une référence directe à Ludwig von Beethoven. Et par contre, eux, ils ont vraiment l'air d'être une bonne idée. Chacun possède une caractéristique qui le démarque. Il y a Morton, qui peut effectuer une charge au sol immobilisant Mario pendant quelques secondes. Iggy, qui a littéralement un poireau sur la tête. Wendy, la seule femme du groupe se battant essentiellement avec des espèces d'anneaux magique, Roy qui lui utilise un bazooka, ou encore Lemmy avec ses balles rebondissantes. Ils se battent donc contre Mario dans beaucoup de jeux, principalement les New Super Mario Bros, où ils seront donc chacun liés à un monde. Mais du coup, quel est le rapport avec la vidéo, vous allez me dire? Eh bien, je vais y venir. Ouais, aujourd'hui ils sont vraiment bien, et ont chacun réussi à s'identifier. Mais c'était vraiment autre chose quand ils n'avaient pas encore réussi à trouver ce qui allait les différencier. Comme dans Super Mario World par exemple, où les boss peuvent être pour moi rangés dans plusieurs catégories. Premièrement, les boss qu'on doit pousser dans la lave, qui sont donc deux à utiliser exactement le même concept. Ouais, exactement le même. Comme les boss qui font apparaître des clones, qui sont aussi en double. Et le pire, c'est que les boss 2, 4 et 5 sont eux aussi les mêmes. C'est-à-dire que sur les 7 boss proposés, il y a seulement 3 concepts différents en fait. Les autres sont seulement des copies. Et il y a pire, dans Super Mario Bros 3, où il y a également 3 systèmes de boss différents. Enfin, je sais même pas si on peut vraiment dire qu'ils sont différents là. Iggy et Wendy se contentent d'être sur un ballon pour l'un, ou de nous lancer des anneaux au lieu des lasers classiques pour Wendy. Et le pire, c'est lui, Boom Boom, un mini-boss d'une facilité extrême, qu'on doit battre 17 fois dans le jeu. Le Grand Kooga est, dans l'histoire de Breath of the Wild, le chef des Iga, qui sont des Sheikahs s'étant tournés vers les forces du mal et sont techniquement alliés de Ganon. Link va de nombreuses fois les confronter durant son aventure en explorant Hyrule ou en se rendant directement dans leur QG lors d'une des quêtes principales. Après une infiltration qui est, on va pas se mentir, plutôt compliquée, vous arrivez enfin dans une zone ouverte, ce qui indique un potentiel combat de boss. Et voilà qu'il apparaît, le tant attendu Grand Kooga. Mais attendez, comment ça 300 PV? En comparaison, un anneau gardien 2.0 a plus de points de vie. Et oui, le Grand Kooga est connu pour sa nullité. Le battre n'est vraiment pas compliqué.
compliqué, car dès qu'on a des armes qui font au minimum 30 de dégâts, et n'importe quel arc, le vaincre est extrêmement facile. Le combat consiste à renvoyer les bombes qu'il fait apparaître sur lui et de le frapper lorsqu'il est vulnérable. Quand vous le battez, une cinématique va se dérouler, montrant le grand Koga tenter une dernière attaque qui le fera s'autodétruire. Ridicule jusqu'à la fin, ce qu'aura été le grand Koga. Parlons maintenant d'un opus plus ancien de la série Zelda, Wind Waker. Karl Demos est le deuxième boss que vous affronterez lors de votre aventure en Hyrule. Il se situe dans le donjon des Bois Défendus. Une fois que vous l'aurez complété, vous pourrez accéder à la salle finale où Karl Demos se situe. Ce boss n'est techniquement pas faible si on le bat normalement. C'est un boss basique qu'on bat en l'attaquant 3 fois lorsqu'il est KO. Pour le mettre dans cet état quelque temps, vous aurez besoin de couper les lianes l'attachant au plafond à l'aide de votre boomerang, ce qui le fera tomber. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a un moyen de le tuer bien plus vite dès la première fois où il est vulnérable. Vous aurez seulement besoin de lui vider dessus une bouteille d'eau de la forêt, ce qui le tuera et libérera le petit Korogu pris en otage par la même occasion. Et dire que ce secret a pris plusieurs années à être découvert. C'est dans le monde paisible de Dreamland que va se dérouler le prochain boss, et plus précisément dans Kirby Superstar Ultra, qui est donc le remake de Kirby Superstar. Ce remake rajoute donc 4 mini-jeux en plus, Meta Nightmare Ultra qui nous emmène dans chaque lieu qu'on a précédemment visité, mais en jouant Meta Knight, Helper to Hero qui est une arène classique sauf qu'à la place de jouer Kirby on doit jouer un ennemi, The True Arena qui est donc l'arène ultime et extrêmement compliquée, et La Revanche du Roi qui est plus ou moins un remake du mode extra de Kirby Dreamland, et c'est dans ce dernier que va se trouver notre boss. On naviguera donc dans les 5 niveaux emblématiques de Kirby Dreamland qui auront donc des ennemis améliorés pour finalement arriver au château du roi Dadidou qui est donc le roi dont parlait le titre du mode de jeu. Là-bas on devra se battre contre beaucoup de mini-boss, Mr. Tick-Clock, Grand Willy, Fanfan ou même les 2 lions de feu, tous des boss qui mettent au défi nos talents de joueurs. Kirby se rapproche donc petit à petit du combat final. On voit le roi Dadidou pleurer devant la puissance de Kirby car il sait qu'il va perdre. Après que Kirby ait vaincu les 2 lions de feu, roi Dadidou sait que ça va être son tour, qu'il va se faire massacrer par Kirby. Bandana Waddle Dee et un de ses plus fidèles sujets lui en empêchent, tout en pleurant de lourdes larmes. Et c'est là que Kirby arrive contre le boss, qui n'est autre que Bandana Waddle Dee lui-même. Ouais, il a donc voulu se sacrifier pour sauver son roi. Mais bon, vous vous en doutez, Bandana Waddle Dee, malgré le fait qu'il porte un bandana, ça reste un Waddle Dee. Et les Waddle Dee, eh bien, ça finit comme ça. Au final, il assistera quand même son roi dans les gradins du combat contre le roi Dadidou. Là, on est dans un cas assez spécial. Ce n'est pas comme dans les cas précédents où les boss étaient involontairement mal faits. Là, les développeurs ont fait exprès de montrer Bandana Waddle Dee comme un ennemi faible, contrairement au prochain boss Yunobo qui nous vient tout juste de TOTK. Si vous avez perdu face à lui, vous jouez aussi bien que mon petit cousin de 5 ans. Pendant les quêtes principales de Tears of the Kingdom, vous serez amené à vous rendre au village Goron qui est bizarre. Tout le monde est devenu addict à de la nourriture nommée Savouroche. Ils sont contrôlés par cette dernière, ce qui les amène à en chercher de plus en plus. Vous devrez donc vous battre avec Yunobo, qui est le chef du village et qui était serviable jusqu'à ce qu'il porte un mystérieux masque semblant le contrôler. Vous devrez donc le détruire pour le ramener à la raison, d'où cet affrontement. Le combat est le plus basique que j'ai vu jusqu'à présent. Yunobo vous fonce dessus, vous esquivez, il est assommé et vous le frappez. 3 coups suffiront pour battre le boss. Mais ce n'est pas le pire. Ce coup que vous lui mettez peut être n'importe quoi. Que ce soit un coup d'épée, un lancer de pomme ou de poisson, vous lui enlèverez forcément un tiers de sa vie. Ridiculement faible. J'adore Yoshi Island. Shigeru Miyamoto a vraiment réussi à apporter à ce jeu une direction artistique vraiment différente des Mario classiques. Là, on contrôle Yoshi qui peut lancer des œufs et avaler des ennemis. Et ce que j'adore aussi dans Yoshi Island, ce sont les boss. Ils sont au nombre de 12 dans le jeu et sont tous extrêmement originaux. On pensera notamment à la grenouille, 5e boss du jeu, Kamek nous rapetisse avant le combat, et celui-ci se base donc à l'intérieur de celle-ci après qu'elle nous a avalé. Ou même à Raphaël, oui c'est son nom, qui fait un combat contre nous dans l'espace. Mais le boss dont je vais vous parler est tout autre. Il s'agit d'Ultra Piranha. Oui, c'est cette gigantesque plante effrayante qui a un nombril. Ouais, c'est son point faible. On doit les tirer sur son nombril 3 fois pour l'éliminer. Ouais, je sais pas ce qu'avaient fait les développeurs pour avoir cette idée. Bon, en vrai, le boss est plutôt cool. Il faut user des rebonds des œufs sur les murs pour viser le nombril de la plante. Non, ce qui la rend faible, eh bien, c'est que c'est une simple plante piranha à la base. C'est seulement au moment où Kamek arrive et utilise ses pouvoirs magiques qu'elle s'agrandit. Mais avant le combat, ça reste une simple plante piranha qu'on peut donc tuer avec un seul œuf. Et devinez quoi, si on arrive à bien viser au début du combat, on peut toucher la plante avant que Kamek n'arrive, qui poussera donc un énorme oh mon dieu et donc finir le niveau. Pour l'anecdote, cet easter egg est également présent dans Yoshi's Woolly World, sauf que là, la plante arrive à se libérer. Une difficulté extrême
des personnages pas équilibrés, un boss nul, voici Tortue Ninja sur NES. Ce jeu, dont on a déjà parlé le JDG, est d'une difficulté extrême, ce qui en fait l'un des jeux les plus compliqués de la NES. Les niveaux ont un très mauvais game design et sont faits pour détruire psychologiquement les joueurs, bon bien sûr second degré. Certains passages du jeu sont inutiles et font perdre du temps et de la vie aux joueurs. Certains ennemis prennent beaucoup de temps à être tués et font des dégâts colossaux. C'est vraiment un cauchemar pour les joueurs de NES. Si le jeu en lui-même est si compliqué, le boss final doit être aussi, voire d'une difficulté impossible, non? Grosse erreur, car ce dernier est d'une nullité exaspérante. Au bout du dernier niveau du jeu, vous accéderez à la salle de boss où sont disposées 2 plateformes. Pour le battre, vous aurez besoin de faire la chose la moins logique pour un boss final, c'est-à-dire spam. En attaquant continuellement, il ne pourra rien faire, à part crever en fait. Il n'a d'ailleurs aucune attaque spéciale, et même certains ennemis normaux du jeu étaient plus compliqués à battre. Bon, maintenant on va arriver au pire boss de la vidéo. Un boss qui ne peut être raté par aucun joueur tellement il est nul. Il est dans le jeu l'incroyable Hulk, un jeu où vous contrôlerez donc Hulk. Bon, soyons honnêtes, le jeu n'est pas très bon, mais ça ne pardonne en rien son combat final. Voici un extrait du combat. Voilà, c'est tout. Le boss reste immobile et on doit lui donner un coup de poing pour le balancer dans le trou et gagner la partie. C'est tout. Et aucun élément ne justifie ça. On a l'impression que c'est tout à fait normal. Plusieurs théories circulent sur le fait que ça serait peut-être juste un manque de temps des développeurs, et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Mais quand même, pourquoi ne pas avoir fait un vrai combat au moins? Pas juste un coup de poing. Ça pourrait aussi être simplement un troll, mais là encore c'est bizarre. Pourquoi avoir fait ça sur le boss final? Bref, encore aujourd'hui, le mystère reste entier sur ce combat. Certains boss de nos jeux préférés sont malheureusement faibles et manquent de challenge. Est-ce la faute aux développeurs? Doit-on détester ces boss et critiquer le jeu? Eh bien non. Les jeux sont faits par des humains, ce qui implique le fait que ce ne soit pas parfait. De plus, il y a des périodes durant le développement du jeu, se nommant les rushs, où les développeurs doivent fournir environ 2 fois plus de travail acharné que d'habitude afin de sortir leur jeu dans le temps imparti. Les pauvres. Les développeurs étant soumis à une pression insoutenable donnent des résultats bien évidemment moins bons. On a l'exemple de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui a exercé une énorme pression sur les développeurs de Majora's Mask. Ces derniers ont même représenté son visage sur le vendeur de masques par pure vengeance. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-nous dans les commentaires. Sur ce, c'était Vigvas et Chicken, et à la prochaine.